Frères et sœurs, on laisse le temps de 2-3 personnes se connecter. Congo, salutations ma famille. Je sens mon peuple se lever, je sens la communauté d'Israël se lever, mon peuple bas Congo se lever, et ça fait du bien. J'espère que tu vas bien mon frère, j'espère que tu vas bien ma sœur. Salutations, salutations à toi chevalier, salutations. Otep, Otep. Donc nous allons parler de Frantz Fanon. Est-ce que c'est le retour aussi de Frantz Fanon? Nous ressentons l'âme de Frantz Fanon qui revient au pays, qui est là, qui a toujours été là, mais qui revient pour rappeler, d'accord, pour rappeler son peuple. Nous le ressentons, nous sommes chauds là, très très vifs, très très vifs. Yangé Keno, la famille. Donc nous sommes aussi sur Instagram parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont juste sur Instagram, qui ne sont pas sur Facebook. Donc nous devons diffuser le message en plus grand nombre avec la grâce. Voilà, avec la grâce. Yangé Keno, Didier, Yangé Keno. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour accompagner Frantz Fanon, ce Martiniquais au destin hors série, à ce rendez-vous inaugural avec le peuple de la Martinique. Nous voici à cette rencontre exceptionnelle par la richesse humaine et la diversité de celles et ceux qui viennent de 20 nations réparties sur les 4 continents, à cette grande fête de l'intelligence, du courage et de la générosité. Que tous, ici, par ma bouche, soient remerciés. Voici qui avait écrit sur Fanon et qui, par vos talents et vos renommées, avait permis à ce compatriote de se placer au firmament des grands hommes dont le nom et l'œuvre résisteront à la critique rongeuse et parfois ingrate du temps. Que vous soyez remerciés avec l'émotion qui scie à une telle commémoration. Saluons la famille de Frantz et en premier lieu les auteurs de ces jours. Sa mère, Éléonore, femme admirable, d'une sensibilité frémissante. Son père, Casimir, cet homme qui cachait l'amour qu'il avait pour les siens, qui lui a ouvert de grands horizons. Édouard Fanon, son oncle, qui a soutenu Frantz et est à l'origine de cette vertigineuse ascension. Ses frères et sœurs, Mireille, qui fut sa marraine, Félix, Gabriel, qui aimait tant, Joby, mon ami et condisciple, Marie-Flore, Willy, qui ressemble étrangement au physique de cette manière de se gausser des autres sans méchanceté, sa fille Mireille, ses oncles et ses cousins. Saluons et remercions nos frères et sœurs d'Algérie, que nous accueillons avec d'autant plus d'émotion que Frantz Fanon est désormais le lien indissoluble entre nos deux patries, la leur qui s'est glorieusement libérée du colonialisme français, au prix du sacrifice d'1 million des siens, la nôtre qui cherche la voie difficile de l'accès à la dignité et à la souveraineté dans cette fin du siècle où, pourtant, le fait majeur restera celui de la décolonisation. Nos frères qui nous viennent des États-Unis, Monsieur le professeur Imre Marton, qui nous vient de Hongrie, Monsieur le professeur Sarter, qui nous vient d'Allemagne, Monsieur le professeur Alfonso Roberts, qui nous vient du Canada, Messieurs les professeurs Mandous et Fredge, qui nous viennent de France, Monsieur le représentant de la Tunisie et du journal Sans Frontières, nos frères d'Afrique qui viennent du Zaïre, de la Guinée, du Cap-Vert et du Sénégal, notre frère de la Réunion, représentant de la Ligue internationale des droits
des peuples. Monsieur le professeur Pierre Charles, qui représente le peuple martyr d'Haïti. Monsieur le professeur Ebizaka, qui nous vient du Japon. Notre camarade représentant le gouvernement révolutionnaire et le glorieux peuple de Cuba. Nos frères de Sainte-Lucie, nos frères de Grenade, nos frères de Dominique, nos frères de Barbade, nos frères de Guyane, nos frères de Guadeloupe, nos frères de la Antillais de la diaspora, Monsieur le maire de Fort-de-France et son conseil municipal, Monsieur Georges Gracian, maire du Lamentin, Monsieur Marie-Joseph Ephraim, fondateur du Front Antillo-Guyanais, Messieurs les maires de la Martinique qui ont bien voulu répondre à notre appel, Messieurs les représentants du CERMAC, Messieurs les représentants du SMAC, Messieurs les représentants de la Ligue de football de la Martinique, Messieurs les représentants de la Fédération des œuvres laïques FOL, les camarades représentants, le Parti communiste martiniquais, le Parti progressiste martiniquais, la Fédération socialiste de la Martinique, le mouvement combat ouvrier, le groupe Révolution socialiste, le mouvement pour l'indépendance de la Martinique, Monsieur Mano, animateur de la radio Caraïbe, Messieurs les représentants des syndicats, CGTM, CSTM, CMDT, FO, SNES, SNI. Le peuple martiniquais, ce peuple de la nuit que Fanon a réveillé de sa torpeur, de sa résignation, de sa dérive, et qui a assumé, toutes classes confondues, les conditions matérielles et morales de cet événement monumental. Vous tous aussi, qui avez eu la dignité d'oublier, ne serait-ce qu'un moment, nos querelles partisanes et souvent dérisoires pour restituer souverainement Fanon à sa patrie. Nous devons remercier également les artistes martiniquais et guadeloupéens. La Ligue de football, la Ligue de handball, l'UMSA, tous les syndicats précités qui nous ont aidés et tous les maires dignes qui ont répondu à notre appel. Mais ces remerciements seraient incomplets si j'oubliais les membres, hommes et femmes, du comité d'organisation qui, pendant 4 mois, ont assumé la réussite d'un projet qui, en d'autres termes, eût semblé une chimère. En effet, quel chemin parcouru en 20 ans. Frantz Fanon était banni de sa patrie. Mais, pire encore, il était considéré par certains de ceux qui le connaissaient comme un traître à la France à cause de ses engagements et de ses écrits. Mais il s'est produit ici comme ailleurs, dans la mentalité du colonisé, ce qu'on pourrait appeler une révolution copernicienne. Les dieux changent de camp. Mais il nous faut parler de Frantz Fanon. Il reste d'un homme ce que donne à penser son nom, et les œuvres qui font de ce nom un signe d'admiration, de haine et d'indifférence. Ainsi s'exprime, à l'entrée de l'introduction de la méthode de Léonard de Vinci, Paul Valéry, Fanon ne laisse pas indifférent. Il est un signe d'admiration pour tous les hommes généreux qui cherchent l'homme, non pas courbé, mais à hauteur d'homme. Je ne veux pas chanter le passé aux dépens de mon présent et de mon avenir. Je ne veux qu'une chose, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Signe de haine, Fanon sera la cible de ceux qui voudraient faire des hommes mouillants de leur sueur et de leurs larmes le sol, sans autre espérance que d'enfouir sous la dernière pelle de terre le sanglant fardeau de leur misère. Frantz Fanon est né dans ce pays au site enchanteur, mais par-delà le décor majestueux de nos collines verdoyantes et l'azur phosphorescent des tropiques. Il y a, depuis l'origine de la conquête,
l'insupportable oppression d'un petit peuple, résultant atypique d'une communauté déportée et d'une émigration allogène. La razzia inaugurale, la politique de l'intégration qui s'est heurtée parmi ailleurs à la culture indigène, a provoqué ici un écoulement de nos lignes de force. Là où l'Afrique noire ou le Maghreb ont résisté, la politique aliénante ici a triomphé. Nous avons été trop longtemps, selon Césaire, des jouets au carnaval des autres. Pendant longtemps, les clercs ont trahi leur mission dans un discours travesti, où la rhétorique remplace l'analyse lucide, cependant que le colonisateur français, par un jeu habile, a justifié l'entreprise. L'Antillais n'a pas été traité comme ailleurs en sous-homme, comme une chose, mais on lui a octroyé une citoyenneté de deuxième classe. Sous-homme domestique. L'Antillais a choisi la sécurité digestive plutôt que les risques de l'espérance du combat pour soi. Mais Fanon arrive à une époque, dans un contexte donné. Il a 15 ans quand la France, vaincue, se résigne. Ailleurs, l'Empire va bouger. Ici, dans notre île, sous notre rocher, la Révolution nationale va étendre comme une pieuvre sa politique flasque. La flotte qui, à Brest, est dans la rade de Fort-de-France, avec ses 5000 marins blancs installés dans un confort douillet. Mais écoutez plutôt, terre muette et stérile, c'est de la nôtre que je parle. Cette préface de la revue Tropique, dirigée par Aimé Césaire et sa femme Suzanne, Georges Gracian, ce grand militant infatigable, défenseur de la classe ouvrière et du peuple militant, René Ménil, présent dans cette salle, qui écrivait dans son in memoriam consacré à ce grand Martiniquais que fut Jules Monnereau, ces paroles qui pourraient s'appliquer à Fanon. En vérité, un homme n'est grand que par la grandeur de ceux qu'il refuse. Sans oublier Tellus Léraud, Lucie, Thésée, toute cette pléiade d'intellectuels martiniquais qui nous apprirent à descendre en nous-mêmes. Chut, 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 chut. Va là-bas, ça suffit, arrête. Laisse-moi faire le travail. Chut. Franz a donc 18 ans quand il décide la première rupture, celle qui explique toutes les autres. Car il fallait du courage pour laisser le certain pour l'aventure. D'accord ? Le certain, c'est-à-dire le confort de la France, les aides, les soi-disant centres commerciaux, les soi-disant yachts, les soi-disant Eldorado, fictif, pardon. Donc, le certain pour l'aventure en soi-même, se redécouvrir, le miroir, se rechercher, se retrouver. Donc, le certain pour l'aventure, qui deviendra une épopée et qui finira en dérision. En effet, nous nous battons alors pour la liberté des autres, comme les combattants du roi de Prusse. 1945-1982. 37 ans ont passé et nous voici rassemblés autour d'une œuvre gigantesque et volcanique, autour d'un exemple qui doit être une leçon pour un nouveau combat, celui de la liberté et de la dignité de ces terres déviées de leur trajectoire historique oubliée, et qui sont d'abord un anachronisme et un défi. Franz réagit comme il savait le faire, sur son parcours un acte latent, l'acte décisif de la révolte du colonisé contre le colonisateur. L'introspection chez Franz débouche non pas sur l'égocentrisme, le nombrilisme,
non pas sur son moi, mais sur le nous. Peau noire, masque blanc, quelle terrible vérité révélatrice, quel feu qui nous brûle avant de nous purifier, de nous libérer du complexe, de l'exiguïté, de la petitesse, de l'ignorance et, pour tout dire, du complexe d'infériorité. Analyste de l'âme humaine, il passe au laser la conscience collective de notre communauté qui, par masochisme, accepte la servitude comme un état de grâce. Mais arrive le moment où la peur de l'autre est vaincue par la peur que l'on crée chez l'autre. Les Arabes, si fuyants selon les stéréotypes dominants, que l'on ne regardait pas à hauteur d'homme, obligeant par leurs fusils leurs colonisateurs à leur regarder en face. Bonjour mon fils. Il y a un gars qui est là. Salutations mon fils. Un botte. On a fait du thé, des pâtes, je vais te servir, d'accord? Fanon, comme pour nous racheter de nos peurs collectives, se jette corps et âme dans la lutte à mort du côté du peuple algérien. Il ne se renie pas, car pendant l'époque héroïque de la guerre menée contre les Allemands, il a appris dans sa chair que la lutte pour la liberté est indivisible. Il prendra certes de la distance avec ses Antillais natales pour se retrouver dans son pèlerinage aux sources de l'Afrique dignifiées par l'indépendance octroyée du fait du sang algérien qui coule des Djebel, du Djoudjoura, de la cour des suppliciés, de la prison de Barberousse. Fanon est expulsé d'Algérie. Il manifeste le désir de revenir ici. Tant il est vrai que cette terre que l'on quitte à 20 ans ne nous quitte jamais. Pardon. La Martinique ronronne et dort. Plus de pantalons que d'hommes, me dira-t-il avec amertume. C'est le moment de rappeler que lorsqu'il faut étudier les hommes, il faut apprendre à porter sa vue au loin. Il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. Fanon est à Blida en 1953 et il va retrouver la terre de mépris qu'il a connue 10 ans plus tôt au moment où, ensemble, nous nous battions contre les nazis. Son métier de psychiatre va le conduire à s'insurger contre de vieilles méthodes qui consistent à considérer les malades mentaux comme des reclus. Il sait que la folie est l'un des moyens qu'a l'homme de perdre sa liberté. Aussi, dans sa lettre de démission au proconsul Robert Lacoste, qui faisait régner dans toute l'Algérie l'ordre impitoyable de la loi coloniale, il écrivait. Pendant près de 3 ans, je me suis mis totalement au service de ce pays et des hommes qui l'habitent. Je n'ai ménagé ni mes efforts ni mon enthousiasme. Par un morceau de mon action qui exigeait comme horizon l'émergence unanimement souhaitée d'un monde valable, que sont les intentions si leur incarnation est rendue impossible par l'indigence du cœur, la stérilité de l'esprit, la haine des autochtones de ce pays. Mais que sont l'enthousiasme et le souci de l'homme si journellement la réalité est tissée de mensonges, de lâcheté, du mépris de l'homme? Il exige de l'administration coloniale qu'elle transforme tant les structures que le fonctionnement de l'hôpital psychiatrique qui portera désormais son nom. Cette fronde contre la psychiatrie classique et carcérale va le désigner à l'attention des Algériens, qui depuis longtemps préparent l'insurrection. Novembre 1954, l'insurrection éclate comme un coup de tonnerre. Et voici Frantz Fanon immédiatement sollicité
pour participer à la lutte libératrice. Frantz Fanon, comme il l'a fait en 1943, s'engage aux côtés du peuple opprimé, profané. Permettez-moi de rappeler quelques souvenirs lorsque je le retrouvais à chacun de mes nombreux voyages comme avocat et comme militant en Algérie. Il n'avait pas oublié ses racines et, par-delà son engagement total dans le combat pour l'Algérie nouvelle, il vivait avec toujours le souvenir de notre patrie commune, la Martinique. Cet attachement allait jusqu'à me faire écouter les vieilles chansons martiniquaises, les anciennes biguines de Saint-Pierre ou les disques de Stélio. L'activité de Frantz est débordante. Il soigne le jour ses malades à l'hôpital de Blida, mais la nuit, il abandonne sa tunique de médecin pour participer à toutes les tâches périlleuses qui lui sont confiées. Fanon est expulsé d'Algérie en janvier 1957. Je l'héberge pendant 3 semaines, pendant lesquelles j'ai tenté vainement de le convaincre qu'il avait déjà pris trop de risques et qu'il avait déjà largement servi la cause de nos frères algériens. Mais sa détermination était si farouche qu'un soir, il me fit ses adieux, car il devait rejoindre la Suisse pour reprendre le combat. Lorsqu'en décembre 1959, il apprend que le sang coule en Martinique, Frantz publia dans El Moudjahid un article pour dénoncer la sanglante répression dont avait été victime la jeunesse rebelle de Fort-de-France. Donc, 1959, 2021, la jeunesse rebelle de Martinique, Fort-de-France est toujours là. Big respect à la jeunesse martinique de Fort-de-France, à la jeunesse de Martinique, à la jeunesse de Guyane. Trop de violence, big up, big up, big up, big up, respect. En Guadeloupe, respect à tous les jeunes qui vont laisser quitter les lycées, qui vont laisser quitter le collège colonial, qui t'apprend n'importe quel enseignement dont les sources viennent du Congo et il ne le te dit pas. Deux ans après, lors du congrès inaugural du Front antillo-guyanais, Frantz, qui se trouve à Tunis, déjà malade, nous expédie un message de félicitations et d'encouragement, dans lequel il exprime sa joie et sa fierté de voir que, sur les bords de la Caraïbe, sous dépendance française, le moteur de l'histoire se met à rouler. 6 décembre 1961, il est minuit lorsque, en allant prendre un avion pour Alger, le dernier de la nuit, en ouvrant le journal Le Monde, j'apprends l'affreuse nouvelle: Frantz Fanon est mort. Par-delà l'émotion, je pensais que Frantz n'était pas mort, car les grands hommes ne meurent jamais. Nul permis d'inhumer n'a jamais tué que les natures communes. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un éloge funèbre, ni d'une résurrection, ni d'une canonisation. Fanon, défiant l'immobilité des gisants, rejetterait toute éloquence funèbre. C'est pour nous le moment de tirer des leçons de la trajectoire fulgurante de Frantz Fanon. Il avait constaté que toutes les oppressions, la plus blasphématoire de l'oppression coloniale, car elle se perpétue par la secrète connivence du colonisé et du colonisateur. Le diagnostic était établi, Frantz devait, avec quel courage, mettre en parfait accord son discours politique et sa pratique militante. Il n'était pas l'apôtre de la violence aveugle, mais il savait, comme nous devons le faire, distinguer la violente rédemptrice de l'esclave contre son maître, qui doit légitimement mettre un terme à la situation mutilante pour l'homme
créée par le colonisateur qui utilise la violence du non-droit, de l'arbitraire et du mépris de l'homme. Franz n'est pas mort, car il nous interpelle de sa tombe. La voix de Franz doit être étendue par les Antillais. Pardon, entendue et étendue même par tous les Antillais qui n'ont pas renoncé à leur mission de bâtir leur futur. Qui ne doivent pas avoir peur de l'histoire, de tous les risques, de l'espérance des hommes. Qu'il soit bien entendu que ce mémorial n'est pas une grand-messe. C'est un point de départ et l'un de ses mérites, non pas le moindre, est de rappeler à ceux qui ne croient pas en ce peuple qu'il est capable de se responsabiliser pour les grandes causes, qu'il est capable d'assumer ce qu'il a décidé lui-même d'entreprendre. Le message de Franz doit être reçu par tous. Il nous appartient de ne pas trahir cette leçon, ni cet exemple. Alors, mais alors seulement, nous pourrons dire que ce héros de la liberté qui, baignant dans son sang, a encore la force de dire « Aujourd'hui, c'est le début de demain ». Marcel Menville, Martinique. Donc, mes frères et sœurs, nous avons lu l'introduction et en même temps plongé dans les pensées et dans les actions de Fanon, de Frantz Fanon. Comme je vous dis, il y a toujours un témoignage. Donc le témoin était Marcel Menville, comme on vous a dit, militant et écrivain et avocat. Donc témoin qui a suivi, qui était là aussi sur les pas et sur le chemin de Frantz Fanon. Donc il y a différents témoins, différents témoignages, mes frères et sœurs. Donc nous allons nous laisser avec cette introduction. Je pense et je suis sûr, parce que je ressens que ça t'a donné envie d'aller parler avec Frantz Fanon, ça t'a donné envie d'aller relire les livres, les ouvrages de Frantz Fanon, ça t'a donné envie de retrouver ta dignité en tant qu'Antillais qui retrouve son arbre généalogique au Congo, sa parole, son palabre, son Kikongo, ses ancêtres, Nsakwen Panswansinga, son Dieu suprême à Congo. D'accord? Donc, on a bien compris que à un moment, Frantz Fanon même a été obligé, d'accord, de partir pour mieux revenir, mais toujours était là en esprit. Il fallait cela. Parce que la Martinique, à un moment donné, n'était pas prête. Les jeunes ont toujours été prêts. Les jeunes ont toujours été prêts. Les jeunes sont toujours éveillés. Les derniers seront toujours les premiers. Et c'est pour ça que nous faisons appel à cette jeunesse militante. Ne t'endors pas de Lacoste et de caillements mal cousus. Ne t'endors pas de Hennessy et de Red Bull mal distillés. Ne t'endors pas de leur rhum et de leur sucrerie, de leur distillerie, étendue et répandue partout en Martinique où il n'y a pas de conservatoire de musique. Mon frère, ma sœur, Antillais, Martinique, Guadeloupe, nous nous hâtons, nous nous attelons pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Il ne s'agit pas de vanité, il ne s'agit pas d'ego. Il s'agit tout simplement de nous unir pour dépouiller, pour défragmentaliser ce mur colonial qui oppresse, qui nous met dans une paresse, qui enlève toute notre dignité,
qui nous franqui-vincentisme, qui nous macdoumise, qui nous carlavinisme, qui nous démantèle et qui fait de nos enfants, des marques ambulantes. Laisse le Gucci, laisse le Louis Vuitton, et reprends ton bambou. À un moment donné, non, il dit que, François Fanon nous dit que, comme si les pantalons, il parle de pantalons, il y a plus de pantalons que d'hommes. Il pourrait même dire il y a plus de cravates, j'ai entendu, il y a plus de cravates que d'hommes. Il y a plus de pantalons que d'hommes. Nous avons oublié manifestement notre condition d'homme. Nous avons trop accepté cette condition de sous-homme, cette condition de papa qui donne la becqueté. Non, mon entier, tu n'es pas le petit du papa français colonial. Ce n'est pas parce que ta carte ressemble à un fœtus, oui, effectivement, où le troisilet et le nombril, non. Fœtus a grandi, il est devenu le papillon de la Guadeloupe. Relève-toi, mon peuple de la Martinique, non? Mon peuple de la Guadeloupe, mon peuple de la Guyane, des Barbades, de Madagascar. Relève-toi. Tu n'es pas le fœtus du colon. Tu n'es pas son rectum où il te met des bâtons et des maîtres et des maîtres et des maîtres qui n'ont pas de mesure. Cette mesure créatrice dont tu es la source, tu dois la faire couler pour ton peuple, pour que ton peuple boive. Qu'il arrête de boire les paroles des BFM, les paroles des météos corrompus, qu'il éteigne sa boîte à images, sa boîte à propagande, et qu'il se réveille, qu'il se relève, que ceux qui ont les oreilles entendent. Nous ne sommes pas là pour convaincre. Mes frères et sœurs, je vous laisse sur ces paroles, car la mission nous appelle. Les missions de ce jour que nous glorifions, le souffle de vie qu'il nous donne chaque instant. Qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Qu'attelles-tu à faire là, à cet instant? Vas-tu mettre ton réveil indéfiniment pour travailler pour un système qui ne te reconnaît pas, qui te traite en sous-homme? Ou vas-tu délaisser, faire preuve de détachement, de discernement et comprendre qu'il en va de ta patrie, de ta communauté, de ton peuple, de ta promesse? Ngeta, Ibobo. Attends de Bakurbanunga.